salle des ventes sent le bois ciré et la tension retenue. Victoire Dorveau prononce une dernière cifre qui coupe le souffle de 30 témoins, et le marteau tombe sur le domaine de Rassigny comme une sentence. Elle traverse la salle avec une clé de fer entre les doigts encore froide du coffre du notaire et s'arrête devant Édouard de Rassigny, le marquis qui vient de regarder 4 générations disparaître en 3 coups de marteau. Elle lui tend la clé paume ouverte et dit 2 mots qui transforment la ruine en défi. Gagnez-la. Édouard ferme les doigts sur le métal glacé parce que l'alternative est de perdre à jamais ce que son père a construit et ce que lui-même n'a pas su garder, mais il comprend immédiatement que la femme qu'il a évitée il y a 5 ans vient de transformer son héritage en épreuve, et que les mois à venir décideront s'il mérite ce qu'il a perdu ou si la honte avait raison depuis le début. La salle des ventes de la rue Montaigne n'est pas grande. 30 chaises disposées en rang serré, un pupitre de bois sombre pour le notaire et une fenêtre haute qui laisse entrer la lumière d'octobre sans réchauffer l'air. L'odeur est celle de toutes les salles où l'on vend ce qui ne peut plus être gardé, cire ancienne, papier jauni, sueur nerveuse des hommes qui calculent en silence. Édouard de Rassigny se tient debout au fond, non par choix mais parce qu'il est arrivé tard et que personne ne s'est levé pour lui céder une place. Les hommes assis détournent le regard quand il passe, pas par cruauté, par gêne. On ne sait pas comment regarder un marquis dont le domaine va être vendu aux enchères pour payer des dettes que tout le monde sait excessives mais que personne ne conteste publiquement. Il porte le même manteau noir qu'il y a 5 ans. Le tissu a perdu de son épaisseur aux épaules comme si la laine avait absorbé la perte avant que le corps ne s'y habitue. Ses mains sont croisées derrière le dos. Pas pour paraître calme, pour les empêcher de trembler. Le notaire lit d'une voix qui ne cherche ni à émouvoir ni à condamner. Domaine de Rassigny. 400 hectares. Maison Solariga du XVIIe siècle. Terrace Arables, bois firms arrendataires. Dette consolidée supérieure à la valeur estimée du bien. La phrase finale tombe comme une pierre dans un puits sans fond. Les enchères commencent. Un homme au 2e rang, costume sombre, cravate nouée avec la précision de ceux qui ne laissent rien au hasard, lève la main et propose une somme qui fait murmurer l'assemblée. Anatole Mercier, financier, associé du défunt Edmond Dorveau. Édouard le connaît de réputation, homme qui achète ce qui peut rapporter et revend ce qui ne rapporte plus. Mercier monte les enchères avec la régularité d'un métronome. Chaque chiffre est calculé pour décourager sans gaspiller. Personne d'autre n'ose entrer dans la danse. Puis une voix claire, sans hésitation, avec l'autorité tranquille de celle qui a fait ses comptes avant de s'asseoir, prononce une somme qui dépasse l'offre de Mercier de 25%. Victoire Dorveau, 3e rang. Robe sombre qui ne demande rien à personne. Cheveux relevés en chignon strict. Main gantée posée sur ses genoux. Elle regarde le notaire. Pas Édouard, pas encore. Mercier se retourne légèrement. Son visage ne trahit rien, mais ses doigts tapotent une fois sur l'accoudoir de sa chaise. I'll Monty Ellenchair. Victoire répond immédiatement. Pas de pause, pas de calcul visible, comme si elle avait déjà décidé du plafond et que tout ce qui suit n'est que formalité. Mercier hésite. C'est la première fois qu'Édouard le voit hésiter. L'homme regarde Victoire avec une expression qui n'est pas de la colère mais quelque chose de plus froid, de la déception peut-être, ou de la curiosité blessée. Il ne relance pas. Le notaire attend, compte mentalement jusqu'à 3, lève le marteau. Le bruit du bois contre le pupitre résonne comme un coup de feu dans une église vide. Victoire Dorveau s'y lève. Maintenant, elle regarde Édouard. Pas avec triomphe, pas avec pitié non plus. Avec quelque chose qu'il ne sait pas nommer parce qu'il y a 5 ans il a choisi de ne plus essayer de comprendre ce que signifiaient les expressions de cette femme. Elle traverse la salle. 30 pères Dieu la suivent. Les talons de ses bottines frappent le parquet avec un rythme régulier qui ne trahit aucune émotion. Elle s'arrête devant lui, assez près pour qu'il distingue les éclats dorés dans ses yeux bruns, les mêmes qu'il avait remarqués lors d'un bal il y a 5 ans, avant de décider que les remarquer était une erreur. Le notaire lui a remis la clé, une lourde clé de fer forgé qui ouvre la porte principale du domaine. 4 générations de Rassigny ont tenu cette clé. Édouard se souvient de son grand-père la posant sur la table de la cuisine chaque soir en rentrant des champs, le métal encore chaud de sa paume. Victoire la tient maintenant entre ses doigts gantés. Elle la lui tend, palme ouverte, sans un mot d'abord. Puis elle dit d'une voix qui porte assez pour que les 3 premiers rangs entendent, mais pas assez pour que cela devienne spectacle. Gagnez-la. Édouard regarde la clé, regarde la main, regarde les yeux. Derrière lui, quelqu'un tousse, un autre homme referme un registre avec un bruit sec. Mercier se lève et sort sans saluer personne. Edward tend la main. Ses doigts se referment sur le fer glacé. Les doigts de Victoire ne se retirent pas immédiatement. Pendant une seconde qui dure plus longtemps que les 3 coups de marteau, leurs mains se touchent autour de la clé, puis elle lâche prise et recule d'un pas. Demain matin, 9 heures,
au domaine. Elle se retourne et quitte la salle sans attendre de réponse. Édouard reste immobile. La clé pèse dans sa paume comme si elle avait absorbé toute la gravité de la scène. Autour de lui, les hommes commencent à se lever, à parler à voix basse, à éviter son regard. Il glisse la clé dans la poche de son manteau et sort par la porte latérale, celle que personne n'utilise sauf ceux qui préfèrent ne croiser personne. Le domaine de Rassigny s'étend sur 400 hectares de terre vallonnée, à 2 heures de Paris. La maison principale date de 1680, pierre grise, toit d'ardoise, 2 ailes symétriques encadrant une cour pavée où les calèches tournaient autrefois sans jamais se croiser. Derrière, les champs descendent en pente douce vers une rivière qui marque la limite sud de la propriété. À l'ouest, les bois. À l'est, les fermes arrendataires, 6 familles qui cultivent la terre depuis 3 générations et paient leur loyer en nature ou en argent selon les années. Édouard arrive à pied. Il a vendu le dernier cheval il y a 6 mois. La marche depuis la gare dure 1 heure. Il connaît chaque tournant du chemin, chaque arbre planté par son grand-père, chaque pierre du muret qui longe la route. Quand il atteint la grille principale, Victoire est déjà là. Elle se tient devant la porte de la maison, vêtue d'une robe de voyage pratique, un châle sur les épaules contre le froid d'octobre. À côté d'elle, un homme en livrée simple décharge des malles d'une voiture. Elle le voit approcher et attend sans bouger. Édouard s'arrête à 3 pas. La clé est toujours dans sa poche. Il ne l'a pas sortie depuis hier. « Vous êtes ponctuel, dit-elle. C'est encore ma maison jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. »« Non, c'est ma maison. Mais elle peut redevenir la vôtre. » Elle fait un geste vers la porte ouverte. « Entrez, nous devons parler. » Le hall n'a pas changé. Sol de marbre noir et blanc. Escalier de chêne montant vers l'étage. Portrait des ancêtres alignés sur les murs. Son arrière-grand-père en uniforme militaire. Son grand-père tenant un livre de comptes. Son père jeune debout près d'un cheval. Victoire traverse le hall et entre dans le bureau d'administration. Edward Lassoute. La pièce sent le cuir et la poussière. Les livres de comptes sont toujours alignés sur les étagères. Le grand bureau de Noyer occupe le centre de la pièce. Victoire s'assoit derrière, pas pour le provoquer, parce que c'est là qu'on s'assoit quand on dirige un domaine. Elle sort un document de son sac et le pose sur le bureau. « Asseyez-vous. » Edward s'assoit. La chaise est la même qu'il utilisait quand il travaillait avec son père sur les arrondements. Le bois a gardé la forme de son dos. Victoire croise les mains sur le document. « Voici ce que je propose. Vous administrerez la restauration du domaine sous ma supervision. Je fournis le capital. Vous fournissez la connaissance du terrain et des familles. Si dans 6 mois vous démontrez que vous pouvez reconstruire ce domaine, pas seulement la pierre, mais la communauté qui en dépend, la propriété reviendra à votre nom. » Un vide s'installe entre eux. Édouard regarde le document sans le toucher. « Et si j'échoue, alors le domaine reste le mien, et vous partez. Pourquoi faites-vous cela ?» Victoire soutient son regard sans ciller. Parce que ce domaine ne devrait pas être vendu par morceaux à des spéculateurs qui ne connaissent pas la différence entre une terre et un chiffre sur un registre. Parce que les 6 familles qui vivent ici méritent mieux qu'un propriétaire qui calcule uniquement le rendement. Et parce que vous connaissez ce lieu mieux que quiconque. Ce n'est pas une réponse complète. Non, mais c'est la seule que je vous donne aujourd'hui. Elle pousse le document vers lui. Lisez. Signez si vous acceptez. Refusez si vous préférez partir maintenant. Édouard prend le document. Les termes sont clairs. Pas de piège caché. Pas de clause qui le réduise à un employé sans voix. Elle lui donne autorité réelle sur la gestion quotidienne. Elle garde le contrôle financier final. Il sort une plume de l'encrier sur le bureau. Signe au bas de la page. Victoire reprend le document, le plie, le glisse dans son sac. Bien. Nous commençons demain. Je veux voir les fermes, toutes. Je veux parler aux familles. Je veux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle se lève. Vous logerez dans l'aile et j'occupe l'aile ouest. Nous partageons les espaces communs. Édouard se lève aussi. Une dernière chose, dit-il. Elle se retourne. Pourquoi moi ? Pourquoi ne pas engager un gestionnaire compétent et garder le domaine sans me donner la possibilité de le récupérer ? Victoire le regarde longuement. Quelque chose passe dans ses yeux. Quelque chose qui ressemble à une ancienne blessure qu'on refuse de nommer. Parce qu'il y a 5 ans, vous m'avez parlé de ce domaine comme si c'était un être vivant, pas une propriété, pas un héritage, quelque chose qui respirait. Et je veux savoir si l'homme qui parlait ainsi mérite ce qu'il a perdu, ou si c'était juste des mots. Elle sort avant qu'il puisse répondre. Édouard reste seul dans le bureau. Par la fenêtre, il voit Victoire traverser la cour en direction des écuries. Sa silhouette se découpe nette contre la lumière d'automne. Il sort la clé de sa poche. Le fer a pris la chaleur de son corps. Il la pose sur le bureau, à côté de l'encrier. Puis il sort par la porte latérale et prend le chemin qui mène au champ.
Le lendemain matin, ils partent à pied vers la première ferme. Le ciel est bas, chargé de nuages qui promettent la pluie sans la donner encore. Victoire porte des bottines de marche et une cape pratique. Elle a laissé les gants à la maison. Édouard marche à côté d'elle, un demi-pas en retrait. Pas par déférence, par habitude. C'est le rythme qu'il prenait avec son père quand ils inspectaient les terres ensemble. La ferme Moreau est la plus proche. 3 hectares de terre arable. Une maison de pierre avec un toit de chaume qui a besoin de réparation. Jacques Moreau cultive du blé et élève quelques poules. Sa femme tient un petit potager qui nourrit la famille et fournit des légumes au marché du village. Quand ils arrivent, Moreau est dans la cour, en train de réparer une roue de charrette. Il lève la tête, voit Édouard, et pose son marteau. « Monsieur le Marquis ». Edward secoue la tête. « Plus maintenant, Jacques ». Moreau regarde Victoire avec une expression prudente. « Madame Dorvaux, dit Édouard, nouvelle propriétaire du domaine. » Moreau s'essuie les mains sur son tablier et salue d'un hochement de tête. « Madame ». Victoire s'avance. « Monsieur Moreau, je suis venu voir comment se portent les terres et savoir ce dont vous avez besoin. » Moreau hésite. Regarde Édouard comme pour demander permission de parler franchement. « Allez-y, dit Édouard. Elle veut la vérité. » Moreau se redresse. Le toit fuit. Depuis 2 hivers. J'ai bouché ce que je pouvais, mais il faudrait refaire toute la partie nord. Les semences de l'année dernière ont mal donné. Le sol est épuisé sur la parcelle ouest. Il faudrait laisser reposer ou amender. Victoire écoute sans interrompre. Puis elle demande combien pour le toit. Moreau donne un chiffre. Raisonnable. Édouard le sait parce qu'il a fait le même calcul il y a 6 mois et n'avait pas l'argent. Et pour amender le sol, fumier, temps, peut-être 2 saisons sans culture sur cette parcelle. Victoire hoche la tête. Le toit sera réparé avant l'hiver. Pour le sol, on discutera d'un arrangement sur le loyer pendant que la terre se repose. Moreau cligne des yeux. Madame est généreuse, madame est pragmatique. Un toit qui fuit coûte plus cher à long terme qu'un toit réparé. Et un sol mort ne rapporte rien. Elle se tourne vers Édouard. Combien d'autres fermes ont des besoins similaires? Toutes, à des degrés divers. Alors nous avons du travail. Il passe le reste de la journée à visiter les 6 fermes. Partout, le même accueil prudent. Les familles connaissent Édouard depuis l'enfance. Elles ne connaissent pas Victoire. Elles ont peur qu'elle soit comme les autres propriétaires absents qui voient les fermes comme des lignes sur un registre. Mais Victoire pose des questions précises. Combien d'hectares? Quel type de culture? Combien de bêtes? Quel rendement l'année dernière? Quel problème? Quel besoin? Elle note tout dans un petit carnet qu'elle sort de sa poche. À la dernière ferme, celle des Blanchards, la vieille mère sort sur le seuil et regarde Victoire avec des yeux qui ont vu 4 propriétaires se succéder. « Vous allez rester ?» demande-t-elle sans préambule. Victoire s'arrête. « Oui. Pas comme les autres, pas juste pour vendre plus cher dans 2 ans. »« Non, je reste. » La vieille femme hoche la tête lentement. « Alors bienvenue. » Elle rentre sans attendre de réponse. Sur le chemin du retour, alors que le soleil commence à descendre derrière les bois, Victoire marche en silence. Édouard la regarde du coin de l'œil. Son visage est pensif. « Vous comprenez maintenant, dit-il doucement. Quoi? Que ce n'est pas un domaine, c'est un monde, avec des vies qui dépendent de chaque décision. » Victoire s'arrête, se tourne vers lui. « Vous pensiez que je ne le savais pas? Je pensais que vous le saviez en théorie. Maintenant vous le savez en regardant les visages. Ce n'est pas la même chose. » Elle soutient son regard. « Non, ce n'est pas la même chose. » Ils reprennent la marche. Le vent se lève, portant l'odeur de la terre humide et de la fumée des cheminées. « Pourquoi ne les avez-vous pas contestés ?» demande-t-elle soudain. « Quoi? Les dettes. La moitié étaient des avals informels. Vous auriez pu les contester devant un tribunal. » Édouard ne répond pas tout de suite. Il marche encore 50 pas avant qu'il dise « parce que contester aurait détruit les familles que mon père essayait de sauver. » Victoire s'arrête à nouveau. Cette fois, elle le force à s'arrêter aussi en se plantant devant lui. « Vous avez choisi de tout perdre plutôt que de les traîner en justice. Oui, c'est de la folie. Peut-être, mais c'est la seule décision que je pouvais prendre en regardant Jacques Moreau dans les yeux. » Victoire le regarde longuement. Quelque chose change dans son expression. Pas de la pity, pas de l'admiration non plus. Quelque chose de plus complexe. Comme si elle venait de comprendre que l'homme devant elle n'est pas celui qu'elle avait imaginé pendant 5 ans. « Vous êtes un idiot, dit-elle finalement, probablement. Mais un idiot honnête. » Elle reprend la marche. Édouard la suit, et pour la première fois depuis qu'il a signé le document dans le bureau, il se demande si peut-être, juste peut-être, cette épreuve n'est pas une punition, mais une chance. Anatole Mercier arrive au domaine 3 jours plus tard, sans prévenir. Il descend d'une voiture élégante et demande à voir Madame Dorvaux. Victoire le reçoit dans le salon.
Édouard est dans les champs avec l'un des arrendataires mais rentre à temps pour voir Mercier installé dans le fauteuil près de la cheminée, une tasse de thé à la main. Edward, dit Mercier N.S. Levant. Quel plaisir de vous revoir. Le ton est cordial, trop cordial. Edward serra la main tendue. Monsieur Mercier. Victoire observe l'échange, sans un mot. Mercier se rassoit et pose sa tasse. Je suis venu inspecter les titres. Simple formalité. Vérifier que tout est en ordre. Tout est en ordre, dit Victoire calmement. J'en suis certain. Néanmoins, je préférerais vérifier personnellement. Votre père et moi avons travaillé ensemble sur certaines de ces transactions. Je me sentirai plus tranquille en m'assurant qu'aucun détail n'a été oublié. Il sourit. Vous comprenez. Victoire hoche la tête. Bien sûr. Les documents sont dans le bureau. Je vais demander qu'on vous les apporte. Merci. Et si possible, j'aimerais également m'entretenir avec Édouard. Quelques questions concernant les arrendements. Victoire regarde Edward. Il hoche la tête. Bien sûr. Mercier passe une heure dans le bureau, examinant les titres avec l'attention minutieuse d'un homme qui cherche quelque chose de précis. Puis il demande à parler à Édouard. Seul. Victoire sort sans protester. Mais Édouard voit la tension dans ses épaules. Mercier attend que la porte se referme. Puis il se cale dans le fauteuil et croise les jambes. Elle joue un jeu dangereux, dit-il sans préambule. Édouard ne répond pas acheter un domaine endetté, y installer l'ancien propriétaire, promettre de le lui rendre s'il fait ses preuves. C'est romantique, mais ce n'est pas rationnel. Peut-être, les cercles financiers parisiens commencent à parler. On se demande si Victoire d'Orvaux prend ses décisions avec sa tête ou avec son cœur. Édouard sent la colère monter mais la garde sous contrôle. Ce domaine sera rentable. Elle le sait. Mercier sourit, peut-être, mais cela prendra du temps. Et pendant ce temps, sa réputation se fragilise. Il se penche en avant. J'ai une proposition. Rachetez-moi le domaine. Je vous le revends ensuite à un prix que vous pourrez payer sur 20 ans. Vous récupérez votre héritage. Elle récupère son capital sans perte. Tout le monde est satisfait. Édouard le regarde fixement. Et en échange, vous me tenez informé de ses décisions financières. Erreur d'évaluation. Faiblesse stratégique. Rien de malhonnête. Just the L information. L'air devient lourd entre eux. Vous me demandez de la trahir. Mercier hausse les épaules. Je vous demande d'être pragmatique. Elle vous a mis dans une position impossible. Vous travaillez pour elle. Vous dépendez d'elle. Vous n'avez aucune garantie qu'elle tiendra sa promesse. Elle a signé un document. Les documents peuvent être contestés. Edward S. lève. Je vais y réfléchir. Mercier se lève aussi. Sort une carte de sa poche. Prenez votre temps, mais pas trop. Les opportunités ont une durée de vie limitée. Il pose la carte sur le bureau et sort. Édouard reste seul. La carte est blanche avec un nom et une adresse gravée en lettres noires. Il la prend, la retourne entre ses doigts, puis il la glisse dans la poche de sa veste et sort par la porte qui donne sur la cour. Victoire est debout près du puits, le regard tourné vers les champs. Elle ne se retourne pas quand il approche. Qu'est-ce qu'il voulait? Demande-t-elle sans le regarder. Vérifiez les titres. Et tout est en ordre. Elle se tourne enfin vers lui. Il vous a fait une offre. Ce n'est pas une question. Édouard hésite, puis hoche la tête. Oui. Et vous avez dit que j'allais y réfléchir. Victoire soutient son regard. Quelque chose passe dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la déception. Quelque chose de plus triste. Réfléchissez bien, dit-elle doucement. Elle rentre dans la maison sans attendre de réponse. Édouard reste seul dans la cour. Le vent d'octobre soulève la poussière des pavés. Au loin, la fumée monte des cheminées des fermes. Il sort la carte de sa poche, la regarde longuement, puis il la remet dans sa poche et rentre à son tour. Cette nuit-là, il ne dort pas. Les 3 semaines qui suivent sont un tourbillon de travail. Les artisans arrivent pour réparer les toits. Les champs sont inspectés, parcelle par parcelle. Les livres de comptes sont ouverts chaque soir sur le grand bureau du salon, et Victoire et Édouard les étudient ensemble à la lumière des bougies. La proximité devient une habitude. Ils prennent le petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Ils marchent côte à côte vers les fermes. Ils discutent des arrendements, des réparations, des décisions à prendre. Au début, les conversations restent strictement professionnelles. Combien pour refaire ce mur? Quel arrangement avec cette famille? Quelle culture pour cette parcelle? Puis, lentement, les sujets dérivent. Un soir, alors qu'ils travaillent sur les comptes, Victoire demande « Comment votre grand-père a-t-il acquis les terres de l'Ouest ?» Édouard lève les yeux du registre. Il les a achetées à un voisin ruiné. Mais au lieu de payer en une fois, il a proposé un arrangement. Le voisin gardait l'usufruit jusqu'à sa mort, et les terres revenaient aux Racini après. Le voisin a pu vivre dignement. Mon grand-père a obtenu les terres sans ruiner personne. Victoire hoche la tête lentement.
Votre famille ne gérait pas ce domaine comme une propriété. Vous le gériez comme une communauté. Oui, mon père disait toujours qu'un domaine sans les gens qui y vivent n'est qu'un tas de pierres et de terre. Il avait raison. Un autre soir, alors qu'il rentre d'une longue journée à négocier avec un fournisseur de semences, Édouard demande « Pourquoi n'avez-vous jamais épousé ?» Victoire le regarde avec surprise. « Parce que tous les hommes qui m'ont demandé voulaient soit mon argent, soit une femme silencieuse. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Vous auriez pu trouver quelqu'un qui vous voulait pour ce que vous êtes, peut-être. Mais je n'ai jamais rencontré cet homme. » Elle marque une pause, ou plutôt, je l'ai rencontré une fois, et il n'est jamais revenu. Édouard s'arrête. Victoire continue à marcher. « Je ne parle pas de vous, dit-elle sans se retourner. Je parle d'un souvenir. Mais tous deux savent qu'elle ment. Les nuits de travail s'allongent. Ils restent penchés sur les mêmes livres, les mêmes cartes, les mêmes chiffres. Leurs épaules se frôlent. Leurs mains se croisent quand ils tendent la main vers la même page. Un soir, alors qu'il corrige une erreur dans un registre d'arrondement, Édouard pose son doigt sur une ligne pour la montrer. Victoire pose le sien sur la même ligne pour vérifier. Leurs doigts se touchent. Aucun des deux ne retire sa main immédiatement. La bougie entre eux projette une seule ombre sur la page. « Vous aviez raison, dit Édouard doucement. »« Sur quoi ?»« Sur le calcul. » Mais il ne retire toujours pas son doigt. Victoire lève les yeux, le regarde. Quelque chose passe entre eux. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les chiffres ni les arrondements. Puis elle retire sa main et referme le livre. Il est tard. Nous reprendrons demain. Elle sort avant qu'il puisse répondre. Édouard reste seul. La bougie brûle encore. L'ombre de sa main sur la page ressemble à une question sans réponse. Mercier envoie des lettres. Courts, police, mais insistence. J'attends votre réponse. Le temps passe. L'opportunité ne durera pas. Réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous et pour elle. Édouard ne répond pas, mais il ne jette pas les lettres non plus. Il les garde dans le tiroir de sa table de nuit, comme des pièces à conviction d'un crime qu'il n'a pas encore commis. Une nuit, il se réveille en sueur. Il a rêvé qu'il signait le pacte avec Mercier, que Victoire découvrait la trahison, que son visage se fermait comme une porte qu'on ne rouvrira jamais. Il se lève, descend à la cuisine, allume une bougie. Victoire est déjà là, assise à la table, une tasse de thé entre les mains. « Vous ne dormez pas non plus ?» demande-t-elle. Non, il s'assoit en face d'elle. Pourquoi? Trop de chiffres dans la tête. Mensonge, mais elle ne le relève pas. Il reste assis en silence. La bougie brûle lentement. Dehors, le vent fait craquer les volets. « Douard, dit-elle finalement. « Oui, si Mercier vous fait une offre que vous jugez juste, prenez-la. » Il la regarde surpris. « Quoi? Je ne veux pas que vous restiez ici par obligation, ou par culpabilité. Si vous pensez qu'il y a un meilleur chemin, prenez-le. » Vous dites cela sérieusement? Oui. Un long moment, Essicle. Et si je partais, alors vous partiriez, et je continuerais, sans moi, sans vous. Édouard la regarde longuement, cherche dans ses yeux une trace de mensonge. N'en trouve pas. Vous êtes étrange, dit-il finalement. Pourquoi? Parce que vous me donnez le pouvoir de vous trahir, et vous me dites que vous comprendriez. Je ne dis pas que je comprendrai, je dis que je ne vous retiendrai pas. Elle se lève, pose sa tasse dans l'évier. La liberté n'a de valeur que si elle est réelle. Si vous restez parce que vous n'avez pas le choix, alors vous n'êtes pas libre. Et je ne veux pas de vous si vous n'êtes pas libre. Elle sort de la cuisine. Édouard reste seul avec la bougie qui se consume. Pour la première fois depuis que Mercier a fait son offre, il sait ce qu'il va répondre. Mais avant de répondre, il doit comprendre quelque chose. Le lendemain, Édouard passe la journée dans le bureau d'administration. Pas pour travailler sur les arrondements, pour examiner les anciens livres de comptes. Il cherche quelque chose, une incohérence, un détail qui ne colle pas. Il trouve. Les titres de dette que Victoire a achetés aux enchères n'ont pas été acquis par son père sur le marché libre. Ils ont été offerts directement par le vieux marquis, avec des conditions spécifiques. Des clauses qui n'ont de sens que si le vendeur voulait que la famille d'Orvaux contrôle le domaine après sa mort. Édouard relit les documents 3 fois, vérifie les dates, compare avec les registres familiaux. Les dates commencent exactement 2 mois après le bal où il a rencontré Victoire. Il ferme le livre, se lève, sort dans la cour. Le vent d'octobre soulève la poussière des pavés. Au loin, les champs s'étendent jusqu'à l'horizon. Son père a fait cela, délibérément, pas par faiblesse, pas par erreur, par choix. Il a vendu la dette à Edmond d'Orvaux pour que le moment venu ce soit Victoire ou son père qui tienne l'avenir d'Édouard entre les mains, pas le marché, pas la malchance. Un père qui connaissait son fils assez bien pour savoir qu'il avait besoin de quelqu'un qui exige de lui ce qu'il n'exigeait pas de lui-même. Édouard s'assoit sur les marches de pierre de la cour.
les mêmes marches où Victoire lui a tendu la clé le premier jour. Et pour la première fois depuis la mort de son père, il pleure. Victoire le trouve 1 heure plus tard, assise sur les marches, le visage dans les mains. Elle s'approche lentement, s'assoit à côté de lui, pas trop près, juste assez pour qu'il sache qu'elle est là. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande-t-elle doucement. Edward lève la tête. Ses yeux sont rouges. « Mon père a fait cela. » « Quoi ? Il a vendu la dette à votre père, directement, avec des conditions qui n'ont de sens que s'il voulait que vous ou votre famille contrôliez ce domaine après sa mort. » Victoire reste immobile. Quand les dates commencent 2 mois après le bal, après que je vous ai rencontré, après que je n'ai pas donné suite. Un poids tombe entre eux. Il savait que j'allais tout perdre. Il savait que je n'allais pas contester les dettes. Et il a pris une décision. Si je devais perdre ce domaine, ce serait devant la seule personne capable de me forcer à prouver qui j'étais vraiment. Victoire ferme les yeux. Vous êtes sûr? J'ai vérifié 3 fois. Elle ouvre les yeux. Regarde les champs au loin. Alors tout ce que j'ai fait, acheter le domaine, vous tendre la clé, vous mettre à l'épreuve, ce n'était pas mon idée, c'était la sienne. Oui, je croyais agir par choix, mais je jouais un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Edward hoche la tête. Nous sommes tous les deux les héritiers de père qui ont décidé à notre place. Victoire se lève brusquement, marche jusqu'au bord de la cour, regarde les champs sans les voir. Je ne veux pas de cette clé si elle est le prix d'un jeu que je n'ai pas inventé. Edward se lève aussi, la rejoint. Qu'est-ce que vous voulez alors? Elle se tourne vers lui. Je veux savoir si ce que nous construisons ici est réel, ou si c'est juste l'ombre de 2 morts qui tirent les ficelles. C'est réel, dit-il fermement. Comment le savez-vous? Parce que personne ne m'a forcé à rester debout la nuit à travailler sur ces livres. Personne ne m'a forcé à écouter vos idées même quand elles contredisaient les miennes. Personne ne m'a forcé à... Il s'arrête. À quoi? À vous regarder comme je vous regarde. Le vent emporte ces mots, mais elle les entend quand même. Victoire soutient son regard. Et comment me regardez-vous? Comme quelqu'un que j'aurais dû chercher il y a 5 ans, et que j'ai été trop lâche pour affronter. Le vent soulève une mèche de cheveux de Victoire. Eleni la replace pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que vous compreniez les chiffres, et que les chiffres allaient raconter que j'étais en train de tout perdre, et que l'idée que vous me voyiez tomber était insupportable. Ce n'est pas une bonne raison. Non, mais c'est la vraie. Victoire ferme les yeux, respire profondément. Vous êtes un idiot, je sais, mais un idiot honnête. Elle rouvre les yeux. Qu'est-ce que Mercier vous a proposé? Édouard hésite, puis sort la carte de sa poche, de racheter le domaine, de me le revendre à un prix que je peux payer. En échange, je lui donne des informations sur vos décisions financières. Victoire prend la carte, la regarde, la rend, et vous allez accepter. Non, pourquoi? Parce que mériter quelque chose ne commence pas par trahir. Victoire le regarde longuement. Quelque chose se brise dans son visage, pas de la tristesse. Quelque chose de plus doux, comme un mur qui tombe sans bruit. Vous êtes sûr? Oui, même si cela signifie que vous ne récupérez jamais ce domaine, même si... Victoire tend la main. Touche son bras, pas un geste de séduction, un geste de reconnaissance. Merci. Édouard couvre sa main de la sienne. Pourquoi? Pour avoir choisi la vérité. Il reste ainsi un long moment, puis Victoire retire sa main et recule d'un pas. Je vais marcher. J'ai besoin de réfléchir. Elle part vers les champs. Édouard la regarde s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une silhouette sombre contre le ciel d'automne. Puis il rentre dans la maison, monte à sa chambre, sort les lettres de Mercier du tiroir de sa table de nuit, et les brûle une par une dans la cheminée. Victoire ne revient pas avant la nuit. Quand elle rentre, elle trouve Édouard dans le bureau, en train de travailler sur les comptes. Elle s'arrête sur le seuil. Je peux entrer. C'est votre maison. Non, c'est notre maison. Elle entre, ferme la porte derrière elle. J'ai réfléchi, et je ne veux pas continuer ce jeu. Édouard lève les yeux. Quel jeu? Celui où je teste si vous méritez ce domaine. Celui où vous travaillez pour prouver quelque chose. Celui où nous faisons semblant que c'est juste une question de gestion et de chiffres. Elle s'assoit en face de lui. Je veux recommencer. Pas un jeu. Pas une épreuve. 2 personnes qui savent exactement ce que l'autre a fait et qui choisissent quand même. Edward pose sa plume. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne veux pas de cette clé si elle est le prix d'un arrangement conçu par nos pères. Je ne veux pas de vous si vous restez par obligation. Je ne veux pas d'un domaine qui porte le poids de décisions prises par des morts. Alors que voulez-vous? Victoire le regarde droit dans les yeux. Je veux savoir si l'homme que j'ai rencontré il y a 5 ans, celui qui parlait de ce domaine comme s'il respirait, est le même homme qui est assis devant moi maintenant. Et si oui, je veux savoir s'il veut de moi, pas de mon argent, pas de ma position, moi. Le mot reste suspendu entre eux. Edward S. lève, contourne le bureau, s'arrête devant elle. Oui, quoi? Oui, c'est le même homme. Et oui, je veux de vous.
Depuis 5 ans. Depuis le moment où vous m'avez parlé de Balzac comme si vous l'aviez écrit vous-même. Depuis le moment où vous avez ri quand j'ai dit que les chiffres mentaient plus souvent que les hommes. Depuis le moment où j'ai compris que vous étiez la seule personne dans cette salle qui me voyait vraiment. Victoire se lève aussi, se tient face à lui. Alors pourquoi ne pas être venu me chercher? Parce que j'avais honte. Parce que je savais que la ruine arrivait et que l'idée que vous me voyiez tomber était plus terrifiante que de tout perdre. Vous auriez dû me laisser choisir. Je sais. Vous auriez dû me faire confiance. Je sais. Victoire lève la main, touche son visage. Pas un geste de pitié, un geste de quelqu'un qui veut vérifier que ce qu'elle voit est réel. Ne refaites jamais ça. Quoi? Décidez à ma place ce que je peux supporter. Promis. Elle laisse sa main sur son visage un instant de plus, puis la retire. Bien. Alors recommençons. Sans dette, sans jeu, sans père mort qui tire les ficelles. Edward hoche la tête. D'accord. Et si Mercier revient, je lui dirai non. Et s'il menace votre réputation, je m'en fiche. Et si cela signifie que vous ne récupérez jamais ce domaine, alors je ne le récupérerai pas. Mais je ne vous trahirai pas. Victoire sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des semaines. Vous êtes vraiment un idiot. Je sais, mais vous êtes mon idiot. Elle se penche, l'embrasse sur la joue. Pas un baiser de passion, un baiser de promesse. Puis elle sort du bureau. Édouard reste immobile. La chaleur de ses lèvres sur sa joue reste longtemps après qu'elle est partie. Mercier revient une semaine plus tard. Cette fois, il n'est pas seul. Il amène un avocat, un homme sec avec des lunettes et un attaché-caisse rempli de documents. Victoire les reçoit dans le salon. Édouard est à côté d'elle. Mercier pose un document sur la table. J'ai une proposition finale. Rachetez-moi le domaine maintenant. Si vous refusez, je ferai savoir dans les cercles parisiens que vous avez acheté cette propriété pour des raisons sentimentales. Votre réputation de gestionnaire rationnel sera détruite. Plus personne ne vous fera confiance avec son capital. Victoire prend le document, le lit le pose. Non, Mercier France less sourcils. Vous comprenez ce que cela signifie? Oui. Cela signifie que vous allez détruire ma réputation. Et cela ne vous inquiète pas. C'est, mais moins que l'idée de céder à un chantage. Mercier se tourne vers Édouard. Et vous allez la laisser se ruiner pour vous. Edward S. lève. Elle ne se ruine pas pour moi. Elle défend un principe. Quel principe? Que certaines choses ne s'achètent pas. Mercier ricane. Tout s'achète. C'est juste une question de prix. Non, dit Victoire calmement. Pas tout. Elle se lève aussi. Vous pouvez partir maintenant. Mercier la regarde avec quelque chose qui ressemble à de la déception. Je vous ai formé. Je vous ai appris tout ce que vous savez. Oui. Et je vous en suis reconnaissante. Mais cela ne vous donne pas le droit de décider à ma place. Mercier prend son attaché-caisse. Vous le regretterez. Peut-être. Mais ce sera mon regret, pas le vôtre. Mercier sort sans saluer. L'avocat le suit. Quand la porte se referme, Victoire s'assoit lourdement. Il va le faire, dit-elle. Je sais, ma réputation sera détruite. Je sais, je ne pourrai plus travailler dans les cercles financiers. Je sais. Elle lève les yeux vers lui. Vous en valez la peine. Edward et Sagenol, devant elle, prend ses mains. Non, mais peut-être que nous en valons la peine. Victoire sourit malgré les larmes qui montent. C'est une réponse d'idiot. Je sais, elle serre ses mains, mais c'est la bonne. Les semaines suivantes sont difficiles. Mercier tient parole. Les lettres commencent à arriver. Des associés qui se retirent. Des investisseurs qui demandent des explications. Des rumeurs qui circulent dans les salons parisiens. Victoire les affronte avec dignité. Elle répond à chaque lettre. Explique sa position. Ne ment pas. Ne s'excuse pas. Certains comprennent. D'autres la condamnent. Édouard reste à côté d'elle. Pas pour la protéger. Elle n'a pas besoin de protection, pour être présent, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Un soir, alors qu'elle finit de répondre à la 10e lettre de la journée, elle pose sa plume et dit « Je suis fatiguée ». Édouard s'approche, pose une main sur son épaule. « Je sais, je ne regrette pas, mais je suis fatiguée, venez ». Il la prend par la main, la conduit dehors. Il marche jusqu'aux marches de pierre de la cour, s'assoit côte à côte. La nuit est claire, les étoiles brillent au-dessus des champs. Victoire appuie sa tête contre l'épaule d'Édouard. Il ne bouge pas. Respire lentement. Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour être resté. Je n'allais nulle part. Il reste ainsi longtemps, sans parler. Juste présents l'un pour l'autre. Puis Victoire se redresse. J'ai pris une décision. Laquelle? Je ne veux plus de ce jeu. Je ne veux plus tester si vous méritez ce domaine. Je veux juste savoir si nous pouvons construire quelque chose ensemble. Quelque chose qui n'appartient ni à vous ni à moi, mais aux deux. Édouard la regarde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette clé n'est ni à vous ni à moi. Elle appartient à ce domaine. Et ce domaine appartient aux gens qui y vivent.
Elle sort la clé de sa poche, la pose sur la marche entre eux. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gardiens. Édouard regarde la clé, puis Victoire. Et nous c'est une autre question. Une question qui n'a rien à voir avec des clés ni des enchères. Elle se lève, lui tend la main. Palm ouverte, vide. Sans fait ni documents. Recommençons, sans dette. Édouard prend sa main, se lève. Ils se tiennent face à face. La clé entre eux sur la pierre. Le vent d'octobre porte la fumée des fermes. Vous êtes sûr? Demande-t-il. Oui, même si cela signifie que nous ne savons pas ce qui va arriver. Surtout si cela signifie cela. Édouard sourit, un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Alors d'accord, il fait un pas vers elle. Elle fait un pas vers lui. Ils se rencontrent au milieu, comme deux personnes qui ont attendu 5 ans et 6 semaines pour trouver la même distance. Le baiser naît d'un mouvement simultané. Personne n'initie seul. Les deux arrivent ensemble. Quand ils se séparent, Victoire garde sa main dans la sienne. « Je vous aime », dit-elle simplement. « Je vous aime aussi. Depuis combien de temps? Depuis le bal. Depuis que vous m'avez dit que Balzac mentait sur les femmes. Depuis que j'ai compris que vous étiez la seule personne dans cette salle qui me voyait vraiment. Alors pourquoi avez-vous attendu 5 ans? Parce que j'étais un idiot. Oui, vous l'étiez, je sais. » Elle l'embrasse à nouveau, plus longtemps cette fois. Quand ils se séparent, la lune est haute dans le ciel. « Venez », dit-elle, ou, à l'intérieur, il fait froid. Ils rentrent main dans la main. La clé reste sur la marche de pierre, sous les étoiles, appartenant à personne et à tous. Les semaines deviennent des mois. L'hiver arrive. Les champs se reposent sous la neige. Les fermes fument doucement dans le froid. Victoire et Édouard travaillent ensemble, pas comme propriétaires et gestionnaires, comme partenaires. Ils prennent des décisions ensemble, discutent, se disputent parfois, mais toujours avec respect, toujours en sachant que l'autre veut le meilleur pour le domaine et pour les gens qui y vivent. Les familles arrendataires commencent à voir le changement, pas dans les grands gestes, dans les petits, dans la façon dont Victoire et Édouard marchent côte à côte, dans la façon dont ils se regardent, dans la façon dont ils parlent du domaine comme de quelque chose qui leur appartient à tous. Un jour, la vieille Madame Blanchard dit à Victoire, « Vous restez vraiment? » « Oui. » Et lui aussi. « Oui. » Bien. Elle retourne à son travail sans autre commentaire. Mais Victoire voit le sourire sur son visage. Le printemps arrive. Les champs est revelant. Les semences sont plantées. Les réparations continuent. Un matin, Victoire trouve Édouard dans le bureau en train de travailler sur un nouveau projet. Qu'est-ce que c'est? Une charte. Une charte de quoi? Une charte d'administration, pour définir comment ce domaine sera géré. Pas par un propriétaire unique, mais par un conseil. Vous, moi et des représentants des familles arrendataires. Victoire Associate, lit le document. Vous donnez du pouvoir aux fermiers. Oui, pourquoi? Parce qu'ils connaissent cette terre mieux que nous, parce qu'ils y vivent, parce que c'est juste. Victoire sourit. Vous êtes vraiment un idiot, je sais, mais un idiot avec de bonnes idées. Elle prend une plume, signe au bas du document. Faisons-le. 6 mois après l'enchère, Victoire et Édouard organisent une réunion dans la grande salle du domaine. Toutes les familles arrendataires sont présentes. Edward S. Lev explique la charte, explique que le domaine ne sera plus géré par un seul propriétaire, mais par un conseil, que chaque famille aura une voix. Les fermiers écoutent en silence. Puis Jacques Moreau se lève. Pourquoi faites-vous cela? Victoire se lève aussi, parce que ce domaine ne nous appartient pas. Il appartient à tous ceux qui y vivent, à tous ceux qui y travaillent, à tous ceux qui l'aiment. Un long moment passé. Puis la vieille Madame Blanchard se lève. Je vote oui. Un par un, les autres se lèvent. Tous votent oui. La charte est adoptée. Ce soir-là, Victoire et Édouard retournent aux marches de pierre. La clé est toujours là, rouillée par l'hiver mais intacte. Édouard la ramasse, la nettoie avec un chiffon, la fait briller. Qu'est-ce qu'on en fait? Victoire réfléchit. On la met à l'entrée, avec une plaque, pour que tout le monde sache que ce domaine appartient à ceux qui y vivent. Bonne idée. Ils rentrent ensemble, accrochent la clé à l'entrée, gravissent une plaque avec 2 écritures, le nom du domaine dans la sienne, la charte dans la sienne à elle. Quelques jours plus tard, ils trouvent une 3e ligne, écrite d'une main d'enfant. Maladroite mais claire, merci. Victoire regarde Edward. Il la regarde. Nous avons réussi, dit-elle. Oui, pas comme nous l'imaginions. Non, mieux. Ils s'embrassent sous la clé, sous le mot gravé par un enfant qui ne leur doit rien, mais qui leur a tout donné. Et pour la première fois depuis 5 ans, Édouard sait qu'il est à sa place. Pas parce qu'il possède ce domaine, mais parce qu'il en fait partie, avec la femme qu'il aime, avec les gens qu'il sert, avec la terre qui respire sous ses pieds. La clé brille dans la lumière du printemps.
et en dessous, le mot merci brille encore plus fort.